Je viens dire un petit mot parce que je ne peux pas rester aujourd'hui. Ouais. J'ai mes petits-enfants qui attendent. Mais je suis étonnée par la progression qui se passe, que c'est le neuvième jour. Et sur tous les plans, quoi, physiquement, bien sûr, c'est drôlement agréable de mieux réussir à tout tenir sans problème, pratiquement. Mais aussi, c'est vrai que ça donne une vitalité pour toute la journée. Et spirituellement, mentalement, sur tous les plans, quoi, il y a quelque chose qui s'épanouit en moi encore plus, quoi. Et vraiment, merci pour cette sadhana. Je Super. compte bien faire les 21 jours. Ouais. Et puis sinon, merci beaucoup. Et puis, je vais vous quitter. Voilà. Ok, merci à toi, Marivé. Ouais, et ben merci parce que ouais, c'est un beau témoignage justement. Je vais remettre le micro sur moi, pardon. C'est un beau témoignage et c'est vraiment effectivement ce que permet la sadhana et la sadhana répétée, quoi, effectivement. La sadhana, bon, la pratique en général, hein, mais effectivement, quand la pratique est en plus longue, un peu comme ça, voilà, on a vraiment, même chaque jour, quoi, ça dure 2 heures et demie, on est vraiment plongé dedans, quoi. C'est pas juste voilà, juste une connexion d'une demi-heure à soi, quoi. C'est vraiment long. Donc, bien sûr, une connexion, voilà, une pratique d'une demi-heure. C'est mieux que rien, mais là vraiment on est vraiment plongé à chaque fois pour longtemps. C'est-à-dire qu'on le sait quand on est le corps le sait, tout le système le sait que Mm. quand on s'y met, on y est pour un moment. Donc ça permet de se lâcher, quoi, vraiment de se donner à la pratique. Et ça, c'est toujours applicable sur tous les plans, cette histoire de durée, quand on est sur un exercice, quand on est sur une pratique, quand on est sur une pratique de 21 jours, en fait, plus ça va être long, plus on va pouvoir rentrer dedans. Donc, même sur un exercice, alors évidemment, on ne va pas faire le bateau pendant 11 minutes, mais les méditations qui sont longues sont faites pour ça, qu'on rentre vraiment dedans, qu'on observe plusieurs phases aussi à l'intérieur de la Mm. méditation. Et là, c'est pareil, quand on est sur 2 heures et demie, on a vraiment l'occasion de vivre vraiment quelque chose avec ces fluctuations à l'intérieur. Et quand on est sur 21 jours, là aussi on a l'occasion sur 21 jours de vivre quelque chose avec ces fluctuations à l'intérieur. C'est pareil pour un stage, quand on rentre en stage Oui. sur plusieurs jours, voilà, un stage d'un week-end, bah, c'est pas pareil. Quand on fait un stage d'une semaine, là on sait que quand on arrive, voilà, on y est pour un moment. On peut vraiment poser ses valises et rentrer dedans, quoi. Et quand on est au milieu du stage, on sait que ça fait un moment qu'on y est, et il en reste encore. Il y a vraiment de quoi s'installer, prendre le temps de s'observer, prendre le temps de vivre vraiment cette expérience avec soi-même. Et c'est ça qui Oui, permet de... et Ouais, quand je me couche, moi, je suis contente de me lever le matin. Je ouais. suis pressée que ce soit l'heure à 4h30. Je suis pressée que ça sonne finalement. C'est drôle. C'est super. Ouais, c'est chouette. Ouais, ouais, Allez, c'est... au revoir. Au revoir. Bonne journée, Marie-V. Ils sont déjà levés, les petits, alors? 7h47. Ah oui, ils ont un problème. Leur papa est malade. Il y a ma fille qui me les a amenés à 6 heures du matin. Ah, d'accord, carrément. C'est un peu dur. Ah ouais. Voilà. Bon, bah, bonne journée Au avec eux. revoir. À bientôt. Satnam. Satnam. Ouais, c'est vraiment. Ouais, bon, je vais me répéter peut-être, mais c'est vraiment une belle occasion de, de- d'avoir cette expérience avec soi-même dans la longueur. Et plus on s'installe dedans, plus on apprécie en fait, et on se laisse installer dedans. Voilà, c'est un cercle vertueux, quoi, en fait. Plus en fait, on est engagé dedans, donc il n'y a pas de résistance si on est vraiment engagé. Et du coup, moins il y a de résistance, bah, plus il y a de facilité, quoi, tout simplement. Et donc même de plaisir, quoi, comme Marie-B dit, de se relever le matin pour ce rendez-vous-là et tout. C'est vraiment plaisant, ouais. Suzette, donc, qui était peut-être là pour la première fois, justement,
pour enfin, la première sadhana, parce que Suzette, on la connaît, elle est déjà venue au moins 2 fois en stage avec nous. Euh, ah non, ou alors peut-être qu'une justement. Ah, je sais plus. Enfin bon. Satnam, reprise de contact un peu difficile avec mon corps et le yoga après un mois d'interruption suite à un accident. Ah oui. Et je me sens comme de retour à la maison. Ok. Bon, bah super. Que ce soit difficile, mais qu'il y ait ce sentiment de retour à la maison, c'est bien. Solange, merci Brice et merci à tous. Effectivement, comme Marie B, même si les postures sont plus longues, ça tient et c'est de la confiance. Ouais. Alors effectivement, ouais, ouais, c'est de plus en plus long, tout doucement pour justement que bon, il n'y ait pas un choc quoi à chaque fois. Mais c'est marrant hein, parce que c'est 5 secondes, hein. Là, c'est 5 secondes de plus qu'hier, donc vraiment 5 secondes, c'est quasi rien. Et l'espèce d'impression que vous avez, parce que vous le savez, du coup, ça, je pourrais faire carrément le faire en douce, hein, mais en fait, vous le savez que ça augmente au fur et à mesure, là, je l'ai dit. Bon, donc il y a un petit effet comme ça, et le phénomène, quoi, c'est que vous avez la sensation que, oh là là, c'est plus long qu'hier, quand vous êtes dedans, bien avant les 5 dernières secondes, en fait, quoi. Parce que si vous avez cette impression-là que sur les 5 dernières secondes, bon, bah, en fait, ça dure vraiment très peu. Mais en fait, cette impression-là commence déjà avant. Vous êtes déjà en train de vous dire, dis donc, c'est plus long, alors qu'en fait, non, ça n'est pas encore plus long. Euh, voilà, enfin, je dis ça, c'est pour la plupart des gens, pour les exercices difficiles. Euh, voilà, donc le mental, encore une fois, ça raconte des trucs. Euh, ok. Bon, mais en tout cas, oui, tout ça, c'est aussi voilà, cette progression au fur et à mesure euh, est facilitée par le fait, évidemment, que bah, vous y êtes depuis un moment. Euh, et donc, ça va aller tout seul jusqu'à bah, les temps officiels, quoi, on va dire. Euh, voilà. Et on fera sûrement, du coup, la dernière semaine, toute la dernière semaine comme ça. Et peut-être j'expérimenterai du coup de m'auto-guider. Je sais pas si je vais le faire, parce que ça me demande du travail par contre dans la journée de remettre enfin voilà, d'exporter le son, etc. Pour pouvoir me le remettre le lendemain. Mais bon, ce serait intéressant. Ok. Hmm. Bon, pas d'autres interventions. Non. Bon. Merci Gilbert pour les citations de Jung sur Facebook hier. Et la deuxième, parce que là, tu as mis la première que nous avait donnée, je sais plus qui. Euh, et puis tu as donné aussi un. Ah non, c'est parce que je suis tombé sur ton truc, du coup j'ai cliqué, et puis je suis. Ouais, tu l'avais pas partagé, mais il y avait un petit paragraphe de Jung qui était vraiment intéressant aussi sur la confrontation au monde réel, quoi. Que voilà, en gros, c'est moins dans les livres que dans la vie réelle qu'on apprend, que le thérapeute apprend à comprendre et du coup à aider et à guérir ses patients, quoi. D'autant que Jung il dit que quand on a un patient, il faut complètement oublier la théorie en fait. Donc ça va dans ce sens-là. Il faut oublier tout le sujet supposé savoir en fait. Et sinon on ne peut pas rentrer en contact avec le patient. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Ouais. C'est bien la théorie, mais à un moment donné, il faut tout oublier, quoi. Sinon, on va mettre ses mentales, on va mettre le patient dans des cases, et
Et là, ça fonctionne pas. Mhm. Il y a vraiment pas de connexion entre. Voilà, il y a le mental qui est derrière. Voilà. Donc c'est important la théorie, mais c'est un paradoxe, il faut l'oublier. Ouais, super. Enfin, j'ai la même sensation dans le yoga et ouais, voilà, dans la spiritualité, il y a toute une théorie aussi qui est ouais, faut s'en détacher assez vite, ouais. Et enfin bon, moi c'est un peu ce qui m'est arrivé assez naturellement à un moment je me suis assez un peu identifié comme bon un peu de la flemme peut-être d'aller beaucoup plus loin en fait dans la théorie et de la maintenir et de l'enseigner tout ça mais ouais, pendant quelques années en fait quand on faisait nos cours et plus particulièrement les petits stages qu'on faisait, au fait, au tout début, on faisait pas de stage de 5-6 jours, on faisait juste un dimanche, par exemple, un dimanche complet, et du coup, on surpréparait notre truc, et vraiment avec un moment d'enseignement très, très, voilà, préparé, quoi, avec un thème et tout, et donc on écrivait notre truc, on apprenait ce qu'on avait à dire, et bon, on arrivait à le faire, hein, et c'était forcément intéressant, vu que, bon, bah, voilà, c'était pas du flan, mais voilà, on se sentait pas, on n'était pas très bien là-dedans. Et à un moment, on s'est un peu lâché à parler un peu plus de nous aussi, de notre expérience, nanana, et d'échanger. Et puis en fait, on s'est rendu compte même justement du retour des gens, en fait. Quand on faisait encore un peu les deux, il y avait la partie vraiment théorique et puis un moment plus d'échange et voilà, de retour d'expérience de notre part et tout et où on voyait très bien que le public, quoi, les participants étaient à la fin disaient ah vraiment merci pour ce moment d'échange là où vous avez dit des trucs et tout. Ils revenaient pas du tout sur tout ce qu'on avait dit sur les chakras, sur et tout. Ça c'était passé complètement à l'as et ce qui était vraiment super important, intéressant, c'était ce truc là quoi. Donc du coup bon, maintenant on fait quasiment que ça. Et c'est ça qui est bien, ouais. Oui, c'est un engagement en fait. On s'engage avec. Tu parles du public, on s'engage. Alors que si on reste dans la théorie, c'est comme si on mettait une distance, mais une mauvaise distance en fait. Donc, mais par contre, bon, la théorie, c'est important aussi, quoi. Il ne faut pas Mais non plus la zapper, quoi. ouais, ouais. Anne-Marie Satnam, y a-t-il un bénéfice par l'inspiration à gauche et expiration à droite? Alors, l'explication, en fait, c'est que l'inspiration, on inspire pour réchauffer, en fait, le système, pour activer, quoi. L'inspiration, ça active, et l'expiration, ça relâche. Donc, ça relâche, ça évacue, ça refroidit. Et donc la logique de ça, c'est que on inspire par le canal gauche qui est le côté froid justement du système et le côté justement de préservation, voilà, dormant un peu. Enfin, il y a plein de trucs qui se recoupent à ça, quoi. Le système à gauche donc a besoin justement pour être rééquilibré un peu peut-être de cette activation. Et à l'inverse, le canal droit est le canal qui est déjà plutôt dans l'action et plutôt donc dans la chaleur, etc. Et donc on le refroidit en expirant. Voilà, c'est juste une balance qui est faite comme ça. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps, c'est ça, on inspire à gauche, on expire à droite. Et par contre, dans la respiration alternée des narines, là, on va vraiment... Enfin si, il y a une respiration alternée qui est inspire à gauche, expire à droite. Il n'y a pas inspire à droite, expire à gauche. Et par contre, il y a une autre respiration alternée qui est plus répandue quand même dans le yoga Kundalini, où on va inspire à gauche, expire à droite, réinspire à droite, expire à gauche. Et donc là, voilà, on passe dans les deux sens pour vraiment équilibrer. Suzette, l'interruption forcée pour juste un mois me fait reprendre conscience que la pratique quotidienne m'est vraiment bénéfique et indispensable. Bon. Vraiment bénéfique, soit indispensable, ça dépend. Enfin, je veux dire, comment
Non, bien sûr que voilà, c'est très bénéfique et que c'est mieux avec que sans, quoi. Voilà, en gros. Quand on dit indispensable, ça sonne un peu, c'est la catastrophe s'il y en a plus. Voilà. Et ça, il faut il faut essayer de le voir, ce truc-là, parce que ça, ça, comment, ça dénote d'une dépendance. Et, euh, et la pratique n'est pas faite pour rendre dépendant de la pratique. La pratique est faite pour, quand même, en bonne partie, pour observer le détachement et le lâcher prise. Donc, du coup, c'est pas pour remplacer ça par un autre attachement à, à la pratique elle-même. Même si, bien sûr, c'est très bénéfique, effectivement, et qu'on se fait la démonstration que, bon, a priori, c'est mieux avec que sans. Elodie dit souvent, par exemple, que c'est comme se laver les dents, quoi. Ça devient naturel, quoi. Bon, mais cette comparaison a un peu sa limite, parce que effectivement, bon, vraiment, si on arrête de se laver les dents, on a vraiment un problème aux dents, quoi. Vraiment, elles-mêmes, c'est un truc. Et puis c'est vraiment très désagréable au bout d'un moment. Euh, voilà, c'est très désagréable très vite. Voilà, dans le yoga, il y a une autre portée quand même qui est à observer, qui est de ne pas s'y attacher. Et donc de faire l'expérience aussi, justement, ça fait partie de l'expérience du yoga, de ne pas faire de yoga. Et, euh, et de voir un peu ce que ça fait. Et donc, du coup, de voir bien sûr que, ah oui, c'est mieux avec que sans. Mais de voir aussi que je ne m'effondre pas si j'arrête de faire du yoga pendant un temps. Voilà. C'est important de l'observer. C'est important de l'observer et aussi c'est grâce au yoga, d'une certaine manière, grâce au yoga que j'ai fait, que je peux m'en passer. Hein, c'est grâce au yoga que je peux arrêter de faire du yoga et ça va encore. Voilà. Parce que le yoga m'a vraiment apporté, m'a enseigné quelque chose au fond sur le rapport que j'ai à moi, qui fait que, bon, ça va, ça tient quand même. Oui, bon, ça tient mal tout le monde, là c'est Dominique qui parle. Oui. Donc en fait, je voulais juste rajouter un petit mot sur justement la notion de théorie et de pratique. Ouais. En fait, je me disais quand même que la pratique, bah, je rejoignais ce que disait Gilbert, c'est quand même très important. Et voilà, il faut faire, il me semble, hein, très attention à justement ne pas dire, ah bah bon, bah, puisque la théorie, on peut s'en passer, donc on n'en a pas besoin. Et donc je confirme en fait un peu ce que disait Gilbert, c'est-à-dire que faut pas tomber dans moi ce que j'appelle un peu le luxe des gens qui ont la chance d'avoir la théorie, d'avoir eu le temps d'apprendre dans la vie des choses, des savoirs, puisqu'on dit aussi que le savoir c'est un peu comme un capital. Hein. Et donc, mais à un moment donné, comme disait Bergson, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est un peu comme pour les savoirs ou pour la théorie. Après, on oublie mais il reste toujours quelque chose. Et le piège, c'est de dire aux gens qui n'ont pas eu la chance d'apprendre, qui n'ont pas eu la chance d'avoir de la théorie en connaissance, de leur dire, bon, mais c'est pas grave, de toute façon, il y a que, bah, vous faites comme vous le sentez, etc. Et alors là, je trouve que c'est même dangereux parce que du coup, ce qui ressort dans ces cas-là, c'est que la personne qui n'a pas pu avoir accès à la théorie, parce que voilà, c'est comme ça, on lui fait croire qu'il suffit qu'elle soit elle-même, qu'elle soit authentique. Et en fait si en amont, ça n'a pas été travaillé, justement, le transgénérationnel, les souffrances personnelles, etc., du coup, ce qui va ressortir, eh ben, c'est la problématique de la personne. Et alors que l'approche un peu analytique, mentale, c'est certain, ça permet quand même de recadrer, c'est-à-dire de calmer aussi parfois trop d'émotions, voilà. Et voilà, donc la théorie, c'est vrai, on peut s'en passer à condition de l'avoir déjà acquise. Et c'est un peu comme l'ego. L'ego, on peut s'en passer à condition d'en avoir eu un au moins une fois dans sa vie.
c'est un peu le problème de certaines personnes qui n'ont pas pu développer un ego par rapport à une enfance de maltraitance. Donc, leur dire à ces personnes-là qui déjà ont un ego très faible, mais passez-vous de votre ego, vous verrez, ça ira mieux. C'est en fait dangereux parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas encore eu accès à un ego. Donc, avant de pouvoir s'en passer, il faut déjà en avoir eu un. C'est un peu comme les savoirs, la culture. Voilà. On s'en passe quand on en a déjà eu. Voilà. Je voulais rajouter ça tout simplement. Ouais, ouais. C'est bon, déjà, juste pour commencer par la fin, par rapport à l'ego, il est hors de question de toute façon de dire, même jamais, pas seulement dans un second temps, en fait, de vous passez-vous de votre ego. Parce que bah, ça n'existe pas en fait. L'ego sera toujours là. Donc déjà, si vous entendez déjà, passez-vous de votre ego, vous irez mieux, comme tu viens de dire. Bon bah déjà ça, si vous entendez ça, vous pouvez passer votre chemin parce que c'est enfin bon, ça ne veut rien dire quoi. C'est comme passez-vous de votre mental, comme faites définitivement taire votre mental. Voilà, arrêter de penser, voilà, que le projet soit arrêté de penser, par exemple, ça n'existe pas non plus. Donc il y a tout un tas, évidemment, de choses qui sont à... faut avoir du discernement par rapport à ça. Mais comment... Après, l'histoire de la théorie, enfin, voilà, ce que tu disais aussi, c'est qu'il faut d'abord avoir donc la théorie et un certain bagage pour ensuite s'en passer. Mais ça, c'est dans une pratique que ça s'applique. C'est-à-dire que dans le yoga, effectivement, on va quand même d'abord passer par la théorie pour apprendre ce que c'est que le yoga et pour en faire et du coup pour l'enseigner. Dans la psychanalyse, dans la psychothérapie, et puis dans tout, en fait. Donc on a d'abord une théorie pour passer à la pratique, parce qu'il faut d'abord apprendre ce qui se passe vraiment, mais pour appliquer certaines choses. Par contre, on n'est pas absolument obligé, même si c'est bien, on n'est pas absolument obligé de faire du yoga. On n'est pas absolument obligé de faire une psychanalyse, de faire une psychothérapie, enfin, bon, voilà, c'est juste en restant sur ces exemples-là. On n'est pas obligé. On est appelé la personne est appelée par quelque chose pour aller vers cette pratique, quoi. Il y en a un qui va rencontrer le tai chi et puis qui va trouver que c'est ça, la voie, quoi. Pour lui, le tai chi, c'est là-dedans qu'il doit rentrer et c'est ça qui lui amènera énormément de choses et l'équilibre, etc., etc. Et il n'aura pas besoin de faire du yoga ni une psychothérapie, par exemple. Voilà. Mais donc ça, c'est dans une pratique qu'on a choisie qu'il faut appliquer une théorie. Après, tu mettais en parallèle le fait que... Enfin, j'ai l'impression d'entendre que par rapport au fait de sans ego, etc., etc. D'après moi, ce que tu mets derrière, c'est la recherche de la non-dualité dont on parle aussi, qui dit donc que, en gros, si tu rencontres vraiment ce que tu es, alors ça va régler tous les problèmes. Et c'est pas ça non plus. Bien sûr que si tu rencontres ce que tu es, ça va... j'ai même pas envie de dire ce que ça va faire en fait. Parce qu'il n'y a pas de projet. C'est à chacun de le découvrir. Voilà, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de projet, surtout pas de projet à faire avec ce truc. C'est que tu es appelé si tu es appelé à ça, si la personne est appelée à ça, parce que tout le monde n'est pas appelé à ça, en fait, tout simplement, bah voilà, parce que comme tu dis, par exemple, il y a des gens qui n'ont, selon tes termes, qui n'ont pas du tout développé l'ego. Ça, après, ouais, voilà, peut-être un peu, mais peut-être. Voilà, c'est ça. Par rapport à une fragilité liée à l'histoire personnelle. Voilà, un ego très faible, etc., comme tu disais, parce qu'il y a vraiment des traumatismes importants, etc. Cette personne-là, bien sûr, on imagine quand même que, pour la plupart des cas de ce genre-là,
il va falloir vraiment travailler justement sur la psychologie, un travail pour soigner le psycho avant voilà, d'ouvrir un peu plus sur d'autres choses, même si c'est sûr que il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est pas, ça peut aussi arriver que quelqu'un qui soit dans des traumatismes forts soit directement éveillé par autre chose, quoi, sans avoir besoin de ce travail. Mais quand même, dans la plupart des cas, on va passer quand même par un travail psycho quand il y a des problèmes psycho. Donc, du coup, tout le monde ne sent pas cet appel-là, et il n'y a aucun problème. Mais celui qui sent cet appel-là, alors il faut évidemment lui expliquer, et ça, bah, du coup, c'est quand même en partie de la théorie, de ce qu'on a entendu, en tout cas, si on peut appeler ça théorie, parce que c'est pas vraiment complètement de la théorie, mais c'est quand même ce qu'on a entendu d'autres, ou alors ce qu'on a vécu de soi, et donc on le transmet à l'autre, et donc dans un premier temps, l'autre prend ça presque comme de la théorie, vu que c'est juste des mots et un enseignement. Et voilà. Et donc, cette personne qui est appelée, effectivement, le discours là, on parle de choses où simplement il faut observer la personne et s'en détacher, etc., etc. Et donc, on ne parle plus à ce moment-là de théorie d'autre chose. On parle de ce sujet-là. Donc à ce moment-là, il est hors de question, effectivement, dans cette discussion-là, qui concerne vraiment la découverte de soi, au-delà de mon mental, etc., etc., là, il n'est plus question de parler de yoga, de chakra, de théorie psychologique, etc. Si on en parle dans cette discussion-là, quand on parle de la non-dualité, de la recherche de la non-dualité, si on en parle, c'est au passage parce que, du coup, les questions de la personne, forcément, vu que cette personne est en train quand même un peu de réfléchir avec son mental quand même dans cette discussion à ce propos de la non-dualité, il y a quand même le mental qui est encore là pour discuter, et du coup il y a des questions qui viennent sur des sujets annexes, mais c'est des sujets annexes qui doivent donc être recentrés vers la recherche dont on parle. Et donc quand on est dans cette discussion-là sur la non-dualité, bien sûr on peut avoir la sensation que du coup on dit ah bah il n'y a que ça qui compte, quoi. Il y a que cette recherche-là qui compte, et puis tout le reste, bah, ça vaut rien. Voilà. Non, déjà, on n'est plus dans la non-dualité. Si on dit le reste ne vaut plus rien, donc on retombe dans la dualité. Voilà. Donc c'est ça. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut avoir l'impression quand on entend parler de la non-dualité, quand on entend un satsang, comme tu en as vu un avec nous, qu'on n'est que sur ce sujet-là, donc que du coup tout le reste est à balayer. C'est juste qu'à ce moment-là, effectivement, quand on parle de ça, oui, là, on est là-dedans. Et donc, si tu commences à parler d'autre chose, on dit non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Et puis, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus, le neti-neti. Et donc, dans le monde de la dualité, donc dans le monde de l'humain et de son mental et de ses émotions, etc., bien sûr, il y a tous les sujets qui peuvent l'intéresser, et tous les sujets et toutes les pratiques et les théories qui vont l'aider à se sentir mieux dans sa personne, quoi. La découverte de ce que je suis ne règle pas tout, en fait. C'est-à-dire, en quelque sorte, te fait comprendre l'essentiel, donc comprendre l'unité, donc en gros, voilà, ouais, l'essentiel, selon, encore une fois, en fait, selon moi, hein, et selon nous, quoi, mais l'essentiel, mais tout ce qui concerne la personne, pour autant, il y a encore du travail, quoi, si on veut bien travailler. Oui, c'est clair. Oui, on n'a jamais fini. Oui, oui. Neti, neti, j'ai pas bien compris. Tu as dit à un moment donné neti, neti. Neti-neti, c'est un processus, je sais même plus exactement d'où ça vient, mais c'est d'Amérique du Sud. Non, je crois que c'est sanskrit. Hein. Ah, c'est sanskrit, pardon. C'est trouver la vérité justement ce que tu disais dans le satsang, Ouais. en voyant tout ce qui est pas la vérité. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas. Neti, ça veut dire n'est pas. Ouais. Voilà, D'accord. Tout ce qui n'est pas. Et donc on va pas chercher ce qui est, on va voir tout ce qui n'est pas. Ce que tu disais
tout à l'heure, on disait non, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et à force d'enlever, on va dire, les couches, peut-être qu'on on va savoir qui on est. Mm. Et ce qui reste quand on a enlevé tout ce qui n'est pas, ça n'est pas non plus, enfin ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une réponse conceptuelle à la fin, bien sûr, parce que un concept est encore de la dualité, forcément. Et s'il y a un concept, il y a forcément son contraire. Donc si on fait le tri comme ça, avec Neti, on enlève tout ce qui n'est pas, juste, voilà, à un moment, ce qui reste, ça n'est pas verbalisable. Donc c'est pour ça qu'on va passer énormément de temps à tourner autour du pot avec des mots. Et c'est pour ça que le satsang est sans fin, quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas la réponse à la fin, quoi. Il y a personne, pour le coup, qui te donne une réponse, au contraire de plein de la plupart des pratiques, quand même. C'est-à-dire, parce qu'il y a justement une théorie, tu fais ça pour acquérir plus de confiance, etc. Enfin, voilà, bon, il y a toujours une solution plus ou moins précise, plus ou moins universelle à ce qu'on fait, quoi. Alors que là, dans le satsang, il y a pas possibilité de donner la réponse, quoi. Je passe un peu du coq à l'âne, mais depuis le début des 21 jours, je me demande ce que représente je pense que c'est un personnage à côté, sur l'écran, à côté de la grande toile blanche. Il y a une statue ou quelque chose. De l'autre côté, Ah, oui. Voilà, là. Ah, Oui, ouais. oui. C'est Ganesh. D'accord, ok, merci. Ouais. C'est Ganesh, Je mais ne voyais pas bien. ah oui, mais il est couché sur le côté. Il est allongé. Ouais, Ganesh Tranquille, là. couché sur le côté avec le bras sur un coussin. Voilà, ok. Je le voyais depuis le début, je me disais ça représente quelque chose, certainement. Ok, merci. Avec plaisir. Ouais, c'est un beau Ganesh en marbre qu'on a acheté en Inde, à Mahabalipuram, le village des sculpteurs sur pierre, que c'est des trucs impressionnants, vraiment la précision et les gravures qu'il y a dessus. Oui, justement, ça a l'air très subtil. Alors, je me disais, de loin, je le vois, enfin de loin. Parce que mon écran, je le voyais. Ouais. Ah ouais, ok, c'est bien ça. Alors donc, le fait, c'est pour soutenir la sadhana, c'est pour... non, c'est comme ça, c'est juste un objet... Enfin, Oui, ça, c'est comme ça. oui, Enfin, c'est le plaisir de... oui, pour moi, d'avoir... moi et nous, Elodie et moi, on apprécie particulièrement, je sais pas, l'image de Ganesh, ce qui représente aussi, ça représente l'innocence, Ganesh, l'innocence, la joie. euh, voilà, une des divinités qui nous parle le plus, quoi, mais sans qu'on soit vraiment très érudit là-dessus, hein. Et puis ces représentations sont toujours, voilà, ce dieu à tête d'éléphant, il est toujours super beau, je trouve, quoi. Donc voilà. Oui, c'est impressionnant. Il y a Poupo Dominique qui a le Ouais. prénom. L'hippopotame, il faut regarder le samadhi, c'est comme la porte sans porte, symbolique l'absolu. Donc ça, c'est en référence à... Je ne sais pas si elle peut expliquer. Oui, peut-être. Si elle veut, hein, obligatoire. Pour comprendre, il faut regarder le samadhi. S-A-M-A-D-H-Y. Ouais. Et avant, elle disait aussi, l'ego existe, fait partie de l'espèce humaine, le courage d'être soi et de le travailler. Ouais. Ah oui, l'ego existe, c'est sûr. D'ailleurs, il en faut, hein. Quelqu'un qui n'a pas d'ego, enfin, ça n'existe pas d'ailleurs. Je pense qu'on en a tous un minimum syndical, comme on dit. Mais plus ou moins développé, plus ou moins fort, enfin, plus ou moins, ouais. Donc, le samadhi. Je regarderai sur Internet ce que ça veut dire. Ah, non, mais le samadhi, le samadhi, c'est simplement comment Ah, La porte sans porte, ça c'est sympa comme... Enfin, c'est sympa. C'est une métaphore, la porte sans porte. ouais.
Non, Bon, ouais. ouais, le samadhi, bah, c'est ce qu'elle dit, c'est l'absolu, quoi. C'est la Le libération nirvana. Le totale. nirvana. Oui, alors c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est la libération totale de l'être, quoi. Mm. Ok, très Alors, bien. selon le yoga de Patanjali, c'est l'état ultime, en fait, le samadhi. Ok. Selon, voilà, c'est l'état ultime, donc ouais, l'absolu. La Voilà. porte sans porte. Ça, c'est un truc à méditer, ça, la porte sans porte. Parce que, en fait, presque un rapport à la matière qui nous paraît solide, et en réalité, c'est que du vide, etc. La porte sans porte, oui, ça veut dire, c'est un peu justement la citation que je faisais aussi hier, le fait, on a cette recherche de passer une porte, quoi, en fait, tu vois, cette recherche d'aller au-delà de quelque chose, donc de passer au-delà, de découvrir la grandeur, quoi. Tu vois, justement cet absolu, de le découvrir en passant quelque chose. Et enfin, il me semble, hein, si on dit la porte sans porte, c'est que c'est se rendre compte au moment de la passer, cette porte qu'on essayait de passer depuis si longtemps, qu'en fait, il n'y en avait pas, en fait. Elle était déjà ouverte. Voilà, elle était déjà ouverte, où j'étais... L'image que je disais hier de Muji, Oui, c'est d'ouvrir la porte et de se rendre compte qu'en fait, on était déjà dedans. Ouais. Voilà. C'est ce que tu as dit, on est Voilà. déjà dedans. Parce que cet état de samadhi absolu, c'est simplement de bien que la personne ait bien voulu se laisser le voir, en fait. C'est ça, s'autoriser à... S'autoriser à un moment, au moins, se mettre complètement de côté, la personne, quoi, l'ego, le mental, etc. Il n'est pas question d'essayer de le faire taire à vie, parce que ça n'est pas possible, et ça n'est pas du tout l'objet d'une personne humaine, parce qu'elle a un mental et que elle est là pour s'en servir, tout simplement, et voilà, ça n'a aucun sens de considérer que la personne doit se débarrasser de son mental. Mais par contre, effectivement, dans cette recherche, il y a un moment où, mais même très très court, où le mental est complètement mis de côté. Et s'il est complètement mis de côté, alors là, il y a cet accès, cette vision, voilà, c'est absolu. Personnellement, je ne crois pas avoir déjà vécu cet absolu. Enfin, de mémoire, en tout cas, je m'en souviendrai quand même si je l'avais vécu. Mais bon, a priori, peut-être si dans... Alors, je ne sais pas, ça n'a rien à voir, mais... Enfin, c'est une question qui n'est peut-être pas abordée, mais est-ce que justement cet absolu dans l'orgasme, est-ce que c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Je pose la question. On n'est pas obligé d'y répondre, hein, mais est-ce que c'est ça justement parce que là, on sort du mental, on va dire. Ah, pardon, Justement, quelque part. Alors, pardon. Enfin, bon, on en parlera une autre fois, mais c'est... Non, c'est bien, c'est bien. Juste, il n'y avait pas le micro sur toi, du coup, pour la discussion après. Peut-être on t'entend pas bien. Donc, du coup, Dominique demandait si c'est absolu, c'est ce qu'on peut toucher dans l'orgasme. C'est pas la question que ce soit dans l'orgasme ou dans un autre moment, en fait. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que de toute façon, comme je disais à l'instant, on y est déjà. On a la sensation de chercher quelque chose que l'on n'est pas, que l'on n'a jamais connu, que l'on n'a jamais touché, qu'on n'a jamais rencontré, tout ce que tu veux. Mais en fait, on y est déjà. On est déjà cet être qui est au fond dans l'unité. Donc, en fait, tu vas pouvoir trouver plein de moments où tu n'es vraiment pas loin, en fait, où tu n'es vraiment pas loin de le voir, tu vois,
Parce qu'effectivement, l'extase, quoi, l'orgasme ou l'extase dans un autre registre, quoi. L'orgasme, il y a une extase dedans. Ouais. Donc, et l'orgasme, il y a une extase et puis il y a un lâcher-prise total à ce moment-là. Parce que, voilà, enfin, je ne vais pas dire Et puis, du pourquoi, coup, il mais n'y a plus de mental. Oui. ouais, il y a Même dans quelque chose comme l'extase. ça, ouais. Mais tu vois, il y a, même aux toilettes, il y a un moment où on est vraiment Oui, dans un oui, je truc vois. vraiment présent, tu vois. Parce que là, il n'y a rien d'autre, en fait. Tu vois, il y a d'autres moments comme ça de la vie où quand c'est ou une urgence, ou tu vois, ou alors un choc, tu vois, bon, je prends des fois cet exemple-là, quand tu perds quelqu'un, tu apprends la mort de quelqu'un, il y a il y a une espèce de vide comme ça, et en même temps une sensation comme de plénitude, quoi, en fait. Je dis pas, je ne rapporte pas ça au plaisir, hein, mais quand on touche à la mort, là, justement, il y a une espèce de... Enfin, je dis ça, c'est ce que j'ai expérimenté moi, mais une expérience vraiment profonde, en fait, tu vois, où on a vraiment, à ce moment-là, l'impression il y a une connexion intense à ce qui est, quoi. Parce que là, justement, il y a le mystère pour tout le monde. On est tout près, on le touche là. Donc, il y a plein de moments, donc même extatiques, même d'ailleurs en prenant certaines drogues ou en des expériences chamaniques, avec voilà, des expansions de conscience et tout et tout. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça n'est pas vu. Et c'est tout le truc. C'est Ah, que ça n'est pardon, ouais, je n'ai pas vu. ça n'est pas vu parce qu'en fait, très rapidement, plus ou moins rapidement, mais très rapidement, c'est rattrapé par le mental qui raconte cette expérience C'est ça. et qui se l'approprie et qui dit: Ah, j'ai vécu ce truc-là. Ouais. Ah, j'ai réussi à faire ça. Ah, c'était super. Et tu vois, et donc ça n'est pas vu en tant que tel. Donc si ça n'est pas vu en tant que tel là, bon, bah du coup, on n'y était pas vraiment. Mais en fait, on y était parce qu'on y est tout le temps. Mais il y a à vraiment intégrer en le voyant vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des expériences intenses de grâce, même avant de faire du yoga. J'ai vraiment eu ouais, une expérience de grâce, quoi, vraiment. Euh, mais que j'ai tout de suite identifié, interprété avec ma grille de lecture de mon monde. Tu vois, et donc mon monde à ce moment-là, c'était avant de faire du yoga, et moi j'ai pas été éduqué dans aucune religion en fait. Mes parents m'ont pas du tout enseigné rien du tout là-dessus. C'est plutôt athée, quoi, l'ambiance. Voilà, et donc moi quand j'ai touché à l'islam en fait, au Mali, en lisant le Coran, on m'a proposé à prier, etc. J'ai eu vraiment une sensation d'extase juste en faisant mes premières ablutions. Extase, mais vraiment incroyable, tu vois. Et après, j'étais dans la prière, mais dans la prière à Allah, donc à un Dieu qui, en fait, bon, n'est pas personnifié, il paraît, mais d'accord, mais n'empêche qu'on dit Allah quand même. Et donc on a, sans avoir une représentation humaine de ce Dieu, on a quand même Dieu qui est là, qui est même partout, mais qui est autre chose que moi. Ok? On a, enfin, je dis ça parce que c'était mon interprétation à ce moment-là, justement. J'avais cette sensation pleine et intense de la divinité de partout, parce qu'en plus j'étais dans le désert en gros, donc on rencontre peut-être plus facilement Dieu dans le désert, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, parce qu'il n'y a rien. Mais j'avais cette sensation-là que justement il y avait Dieu partout et moi. Et donc cette interprétation-là, c'est le mental qui se le fait, tu vois. Et donc je ne pouvais pas à ce moment-là me trouver moi l'essentiel de moi-même, ce que je suis au-delà de ma personne, parce que tout de suite la dualité était là encore. Et c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais en soi,
Mais en tout cas, ça, je l'ai compris donc 20 ans après. Parce que ce moment-là, ce truc-là, je l'ai revu 20 ans après, que ce truc-là, bah, il y avait au moins deux. Il y avait au moins Dieu et moi à ce moment-là. Tu vois? Ce qui en plus c'est quand même hyper prétentieux de la part de l'être humain à ce moment-là, quelque part. Mais s'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien, presque, il n'y avait plus que Dieu et ma personne. Donc voilà, il y avait encore deux éléments de trop, quoi. Et donc voilà, et après voilà, des expériences d'extase totale dans le yoga Kundalini, avec ce qu'on interprète, ce qu'on raconte comme la montée de l'énergie Kundalini, donc qui m'a fait vraiment aussi sentir des expériences comme si l'univers était en moi, ou que, tu vois, enfin, je sais pas quoi, tu vois, des trucs, vraiment une espèce de gigantesque sensation de contenir tout, ou d'être ou l'inverse, quoi, tu vois. Enfin bon, ça n'a pas de sens en fait, vraiment. Mais c'est tout de suite justement raconté par le mental qui te l'interprète en fait. Ça a beau être quelque chose d'extatique, etc., où en gros, il y a cette sensation de plénitude, et donc il y a presque plus rien, mais quand même. Il y a quand même encore le mental qui te raconte un truc extraordinaire, en fait, qui te raconte cette expérience un peu, voilà, à ta sauce. Et il y a d'autres gens qui vivront quasiment le même truc juste à côté, avec la même méditation, tout ça, qui auront atteint une espèce d'état comme ça de plénitude aussi, mais qui te le raconteront autrement, parce que eux, ils ont vu un arc-en-ciel, parce que eux, ils ont vu de la lumière intense, etc. Moi, j'ai rien vu, tu vois, parce que je ne suis pas visuel dans mes expériences comme ça, c'est que de la sensation. Ou de l'audio aussi des fois, mais voilà, donc on a tous comme ça cette façon de réinterpréter le truc. Et donc bah, là, on peut toujours pas, on ne touche toujours pas à la non-dualité, à l'unité vraiment, parce qu'il y a encore quelqu'un qui raconte. Et voilà, et c'est d'ailleurs un petit piège dans les pratiques comme celle-là, qui sont assez spectaculaires, qui sont assez phénoménales. Et donc, ça apporte énormément, parce que ça libère de plein de choses, et ça libère la personne aussi, de plein de choses, énergétiquement, etc., émotionnellement, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il faut bien faire ce travail un peu, pour débroussailler, tu vois, pour se libérer de tout ça, pour ensuite accéder peut-être à cette conscience vraiment. Mais ça n'est pas un chemin obligatoire. C'est juste le chemin de certains, comme nous, et comme tous ceux qui passent par le yoga Kundalini, en quelque sorte, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça que... Oh là, il y a du... Je vais couper le son de Solange, peut-être. Je coupe le son. C'est aussi pour ça que, comment je disais, c'est pour ça que les pratiques aussi servent la personne à montrer le chemin, et à atteindre, même si c'est pas le bon terme, à faire prendre conscience de l'ultime, quoi. On va dire. Et c'est pour ça que quand on parle du samadhi et de l'absolu, par exemple, c'est encore, pardon, parce que du coup c'est sacré, quoi, en quelque sorte, mais c'est encore une représentation, c'est encore une interprétation, avec une histoire, avec un livre qui le raconte. Et donc si j'ai cette théorie, du coup, en quelque sorte, je m'y réfère. Et il y a un moment où, si on est dans la recherche vraiment intense, et comment, un appel comme ça, presque nécessaire, on le sent comme ça, de trouver qui je suis, alors à un moment, il va falloir aussi lâcher ça. Il va falloir lâcher ce concept du samadhi, parce que c'est encore un concept, et qui n'est pas mauvais en soi, qui a toute sa portée, et qui à mon sens, mène à la même chose, parce que justement c'est ça que ça décrit. Le samadhi, c'est l'absolu, donc c'est la non-dualité en vrai.
Mais si il y a encore un terme dessus, une explication et une description de ce que c'est, alors ça c'est de trop. Mais il y a bien un moment où il faut quand même, tu vois, guider les gens en leur disant, voilà, il y a ça, quoi. Et puis l'histoire de Bouddha tu vois, qui montre le chemin qu'il a parcouru, eh ben, même si on dit à un moment, et même si Bouddha lui-même dit, il n'y a pas besoin de faire tout ce chemin, en fait, bon, bah oui, mais n'empêche que quand même, on continue à raconter le chemin de Bouddha parce que c'est quand même, ça enseigne énormément, rien que de savoir le chemin. En fait, même si moi, je ne vais pas passer exactement par ce chemin-là, même si je vais faire beaucoup plus de circonvolutions avant, ou alors si je vais y aller direct, en tout cas, c'est toujours très enseignant d'entendre ce chemin-là, parce que c'est une personne. C'est un être humain qui a traversé ces trucs-là, et donc ça m'enseigne. Euh, et donc la théorie, en quelque sorte, est toujours enseignante, euh, de toute façon. Mais à un moment, si c'est l'absolu là qu'on veut regarder, il y a un moment où forcément tout ça doit tomber, parce que dans l'absolu, il n'y a plus ça. Merci en tout cas. Merci à toi. Qu'est-ce qui était dit après? Dans le yoga du son, il est dit « Love is the door, chanting is the key ». L'amour est la porte, le chant est la clé. C'est beau. Et Dominique, rien à chercher, juste à abandonner ce que nous ne voulons plus. Alors, rien à chercher, juste à abandonner, effectivement. Mais en fait, ce que nous ne voulons plus, c'est encore une considération, comment dire, considération mentale, bien sûr, mais une considération de choix, de ça, pas ça, ça, pas ça. Alors que là, il n'est pas question de faire un choix, en fait, et d'abandonner juste ce que nous ne voulons plus. Là, ce dont on parle, c'est d'abandonner absolument tout. Mais absolument tout, un instant. Mais absolument tout, par contre. Et c'est ça c'est la radicalité là-dedans, et la plus grande peur, quoi, en fait, c'est justement d'abandonner absolument tout. Mais si on abandonne absolument tout, alors le mental, à ce moment-là, dit « Mais non, mais je ne vais pas survivre à ça. » mais en fait, si, en vrai. Donc il faut se rassurer et vraiment abandonner tout, et pas seulement ce qu'on veut plus, en fait. Ouais. J'ai réussi à écrire, mais sans lunettes. Très bien. Bravo, Dominique. Ah, Jen Katikor, l'impression de se sentir relié au grand tout. Voilà, l'impression de se sentir relié au grand tout, ça, eh ben, il y a encore un de trop. C'est celui qui se sent relié. Et celui-là n'est pas vu au moment où je me sens relié au grand tout. Là, c'est tellement bon, c'est tellement fort que je rate juste ce truc-là de discernement. Je ne vois pas celui qui se sent relié au grand tout. Et si je le vois, lui aussi, je le laisse passer dans le grand tout. Je le laisse partir dans le grand tout. Voilà. Et si je réussis à le voir, alors, c'est pas que je fais la démarche de le pousser dans le grand tout. C'est que si je le vois, il part dans le grand tout. Si je le vois et que je ne m'y accroche pas, si je le vois et que je ne me dis pas « Ah, c'est moi, c'est quand même moi », mais si je le vois bien en tant que un reste de mental qui est en train de raconter une histoire, alors évidemment, si à ce moment-là, il me passe la phrase que je viens de dire, c'est déjà presque trop complexe, et déjà presque trop prenant au niveau mental, de dire « Ah, je le vois comme une partie du mental, etc. » Mais en fait, quand on en est là, il n'y a plus ce genre de phrase compliquée. C'est qu'à ce moment-là, si je le vois,
qui s'identifie en train de regarder et d'être relié au grand tout, alors, si je le vois authentiquement, il part avec. Il est aussi dans le neti-neti. Mais à ce moment-là, il n'y a plus vraiment besoin, même neti-neti, de le formuler. Et pourtant, justement, neti-neti, c'est très très simple. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette formule-là est très très simple. Parce que neti-neti, ça veut tout dire. Ça veut dire ça aussi. Ça non plus, quoi. Ou ça aussi, ça dégage. Donc voilà. Ça dégage, c'est trop fort. J'aurais pas dû dire ça. C'est parce qu'il n'est pas question que ça dégage. C'est juste que, voilà, ça aussi, je le vois en tant que part de mon mental. Et donc, ça part avec. Et ça part avec, c'est encore un mot de trop, c'est comme ça dégage. Il n'est pas question que ça parte. Juste, je le vois. Voilà. Suzette, j'ai vécu plusieurs fois comme un arrêt sur image très particulier et de me rendre compte que c'était juste parce que c'était la dernière fois que je voyais la personne ou l'animal que je regardais à ce moment-là. Peut-on apparenter cette expérience à cela? C'est des expériences fortes comme je les décrivais tout à l'heure. Voilà, l'extase, l'orgasme, comme disait Dominique, assis sur les toilettes, pardon pour faire redescendre la beauté de l'expérience que tu décrivais. Mais voilà, c'est des expériences intenses et de connexion directe à quasi l'essentiel, quoi. Ok. Mais juste, ça n'est pas cela. Cela, si on dit que c'est l'unité totale, ça n'est pas cela parce que tout simplement, il y a encore quelqu'un qui le raconte. Voilà. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à le raconter. Mais il s'agit juste de voir que ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela parce qu'il y a encore quelqu'un qui le raconte. Suzette, je veux dire que les personnes animaux sont décédées juste après. Ouais, c'était compréhensible. Pendant, il n'y avait rien qu'une explosion de couleurs. Et ouais, donc Véro Arjan Kirtikor, qui donc rebondit sur ce qu'elle disait elle-même, l'impression de sentir relié au grand tout. Et donc pendant, il n'y avait qu'une explosion de couleurs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, une explosion de couleurs dans ce genre d'expérience, je n'en ai jamais vu. Parce que c'est pas mon truc. Parce que c'est pas comme ça que mon mental fonctionne. Parce que je n'ai aucune référence à ça. Parce que je n'ai pas j'allais dire presque de fantasme avec une projection de couleurs, en fait. Pour moi, l'explosion de couleurs, en quelque sorte, n'est pas référencée dans mon système mental relié au grand tout. Voilà. Pour moi, le relié au grand tout, c'était une sensation interne. J'avais vraiment cette sensation de contenir l'univers. C'est un truc, c'est comme ça que je me le suis raconté après. C'est-à-dire, cette sensation-là d'une expansion totale. Bon, mais ça, c'est pas plus valable, c'est pas plus grand que l'explosion de couleurs, en fait, quoi. Et la sensation d'être lié au grand tout. C'est juste une interprétation de ma personne, de ce qui reste de mon mental, là, à ce moment-là, qui continue à raconter quelque chose. Et donc, voilà. Donc, comme là, il n'y avait rien qu'une explosion de couleurs, bon, ça t'appartient encore. Ça appartient encore à la personne d'avoir vu ça, et de s'être raconté ce truc-là. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Encore une fois, hein, je le répète, il n'y a pas de problème. C'est pas t'as vu une explosion de couleurs, bon donc excuse-moi, mais c'est nul. Et c'est bien sûr, voilà, c'est juste une expérience de plus, et donc une grande expérience extatique, voilà, qui touche à l'absolu, mais qui n'a pas complètement vu ce que c'était. Mais qui n'a pas complètement vu ce que c'était parce qu'il s'est encore identifié à
ouais, à ça, à l'expérimentation en fait. Bon, allez, je crois que je vais vous laisser. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble après la sadhana. Rajan Kirtikor qui rebondir. Ça m'arrive régulièrement lorsque le prana monte lors d'un kriya. Ouais. Bon, mais c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est si en plus ça arrive régulièrement, bon, bah c'est que c'est comment dire. C'est que la personne a acquis encore en quelque sorte une certaine facilité à lâcher plein de choses, quoi, tu vois, et relativement facilement. Après, il s'agit de, peut-être, d'observer la possibilité de se détacher de ça, se détacher de cette expérience. Parce du coup, on commence à identifier cette expérience comme quelque chose de grand, comme quelque chose de grand et qui va dans le bon sens, quoi, et qui est et qui serait l'état à rechercher, quoi, en fait. L'état de plénitude, là, ça, c'est ça, en fait. C'est ce truc-là. Je l'ai cherché et maintenant je l'ai. Et donc maintenant je connais, j'ai la clé pour y arriver. Et donc déjà ça peut mener à un peu de fierté. Alors que, voilà, il faut... c'est préférable quand même de regagner en humilité. Je dis pas que c'est ton cas, hein, mais ça peut mener à ça. Et donc, en tout cas, du coup, j'ai trouvé cet état, et ben c'est ça, c'est bon. Et donc j'y retourne tout le temps, et j'en oublie qu'en fait, ce qui est cherché derrière tout ça, ça touche à l'absolu. Et donc, continuons le chemin, quoi, en quelque sorte. Enfin, je le suggère, mais encore une fois, il n'y a aucun problème d'en rester là, en quelque sorte. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut suggérer dans ce cas-là, c'est alors, tu ne le cherches pas, tu l'accueilles toujours avec plaisir. Très bien. Mais ça, c'est ce que tu racontes aujourd'hui. Mais n'empêche que le processus, etc., tu l'accueilles toujours avec plaisir, ça arrive, c'est super. Bon, il y a quelque chose en toi, quand même, même si tu te dis que tu ne le cherches pas, vu que c'est avec plaisir quand même, bon, tu le provoques pas volontairement à un moment, le prana, tu te dis, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça pour que ça arrive, mais n'empêche que tu continues à faire du yoga et puis que c'est bien comme ça. Donc, et c'est encore une fois, c'est très bien. Mais ce qu'on suggère à ce moment-là, c'est d'observer ce truc-là comme une expérience phénoménale, allez, disons-le, comme tant d'autres, du coup. Même si ça peut paraître extraordinaire, pour la plupart des gens, y compris en partie pour toi, voilà, juste, voilà, observons-le comme un truc phénoménal, quoi, et qui, relié au grand tout ça, voilà, mais en attendant, c'est phénoménal. Juste, je ne suis pas ça, je le raconte en partie, l'explosion de couleurs, c'est mon mental qui le crée, etc., etc. Disons ça, là. Et donc, la prochaine fois que ça arrive, juste au lieu d'être dedans, de le vivre comme, tu vois, d'être plongé dedans, et c'est formidable, juste un tout petit pas de recul, c'est une image, hein, mais juste le laisser, plutôt que il arrive, c'est super, je suis dedans, c'est chouette, à nouveau. Hop, simplement le laisser passer comme tout le reste. Et simplement laisser, ne rien poser comme étiquette dessus, tu vois,
tout ce que je dis, ça peut être choquant par rapport à ce truc-là. C'est-à-dire que tu peux te dire, ah mais non, mais je mets pas d'étiquette. Oui, mais quand même, en quelque sorte. Parce que tu le racontes comme quelque chose tu vois, de plaisant. Et je vois que tu dis, non, ça n'a rien d'extraordinaire pour moi, mais j'aime les couleurs de la vie, donc je suis ravi. Donc, ça n'est pas, donc disons, ce n'est plus extraordinaire, parce qu'en plus, tu l'as vécu plusieurs fois, mais juste vivre ce truc-là en tant que c'est une expérience à laisser passer comme le reste. Juste avoir l'authenticité la prochaine fois que ça arrive, c'est une expérience, c'est une autre expérience que je te propose. Avoir l'authenticité la prochaine fois que ça arrive, de dire ah, je laisse passer. Comme tu laisserais passer n'importe quoi d'autre. Comme tu laisses passer une pensée, quand tu médites, la pensée arrive, tu la laisses passer, bah là c'est pareil. Ce truc-là, je le laisse passer. Je le rejette pas, mais juste je le laisse passer. Essayons de voir ce que ça fait de laisser passer un truc pareil. Voilà, juste une expérience de plus. Laisser passer et donc et du coup s'en détacher. Et je dis pas que tu es accroché, que tu es attaché à ça, que tu es accro à ça, hein, quand je dis ça, mais juste sur le moment, se laisser s'en détacher comme ça. Ça, voilà. Merci Arjan Kirtikor qui dit, je comprends du coup, ouais. Pareil, ça, bah, tu disais, ouais, il paraît que ça a un nom, tu saurais. Non, je sais pas ce que ça a comme nom du coup, parce que c'est voilà, c'est ton expérience. Dominique, ça m'a dit, c'est illusion de soi, Maya. C'est, je comprends pas. C'est la disparition de l'illusion de soi plutôt, non? Ou peut-être t'as oublié un mot, enfin, parce que l'illusion de soi c'est Maya, mais du coup le samadhi c'est justement en quelque sorte l'inverse de ça, non? Oui, c'est le contraire le samadhi. Ah, c'est ça, c'est le contraire. C'est le contraire, voilà, le contraire le samadhi. Voilà, oui, juste elle a oublié un mot, quoi. Donc Arjan Kirtikor, c'est un enseignant de Yin Yoga qui m'avait dit que cela avait un nom. Ouais. Oui, bah cela, mais encore une fois, ouais, je sais pas. Cela, je ne sais pas vraiment ce qu'est cela en fait. Mais tu parles, ouais, l'explosion de couleurs en elle-même ou la sensation d'être relié au grand tout. Ah oui, voilà, Dominique qui dit sans les lunettes, j'ai encore des progrès à faire. Oui, elle oublie des mots. Ah, les couleurs, ouais. L'explosion de couleurs. Bon, non, moi je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être un nom à ça, ouais, c'est... Mais bon. C'est une vision, une vision, une projection du mental en attendant. Enfin bon, j'affirme ça, c'est une projection du mental, et puis je m'entends parler, et puis bon. On peut considérer aussi qu'il y a un phénomène physique et énergétique dans un certain cas, voilà, la conjonction de plein de choses qui font un phénomène physique et énergétique qui fait que quand tu as les yeux fermés, tu vois des couleurs. Donc peut-être, oui, effectivement, que c'est un phénomène particulier et qui donc a un nom. Mais du coup, à ce moment-là, si c'est un phénomène particulier qui a un nom, ça veut dire donc que tout le monde est susceptible de vivre pile cette expérience-là dans certaines situations.
Et voilà. Et bon. Et donc, dans ce cas-là, ça fait redescendre le truc à un niveau scientifique même. Pour moi, du coup, si ça a un nom, que ça correspond à quelque chose, etc., ça devient quelque chose de physique, quoi, en fait. Et donc, voilà. Et pas du tout mystérieux, et pas du tout surnaturel, ni spirituel. Euh, et donc, et tout va bien aussi, hein. Bon, je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Merci Dominique. Et Arjan Kirti qui dit encore ça n'a rien d'exceptionnel. Ok. Bon, oui, d'exceptionnel. Quand même, voir une explosion de couleurs. Quand on a les yeux fermés, comme ça, soudainement, une explosion de couleurs. Et qu'il n'y ait rien de. Et qu'il n'y ait rien d'autre, etc., etc. Rien d'exceptionnel, c'est pas exactement le terme. C'est-à-dire, enfin, pour toi peut-être aujourd'hui parce que tu l'as déjà vécu, mais exceptionnel, ça veut dire quand même que en gros, ça arrive rarement pour la plupart des gens. Donc, on peut quand même continuer à prétendre, même pour soi, que c'est quand même quelque chose pour la personne qui est relativement exceptionnel. Mais voilà, mais tu as raison, en même temps, c'est juste une expérience, voilà, et qu'on décrit, et voilà, qu'il faut juste remettre à la place d'expérience, mais en quelque sorte, pour le mental, ça peut être un petit effort, et peut-être pas pour toi, tu verras, mais ça peut être un petit effort justement de faire redescendre ça au statut de rien d'exceptionnel. Parce que quand même, c'est phénoménal, c'est spectaculaire. Mais c'est justement ce que propose, c'est la pratique qui te met en face de choses extraordinaires, justement. Ça te propose justement de vivre ça et de le laisser passer aussi comme le reste. Ok. Bon. Allez. Je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Satnam, merci à tous.